Engagé sur le front de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a investi plus de 600 milliards CFA dans l'achat de matériel militaire en 2023. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Cette priorité accordée à l'achat d'armes répond à la volonté du gouvernement de transition de mieux équiper l'armée régulière et les volontaires de défense pour la patrie engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le manque de matériel militaire était l'un des prétextes évoqués par les anciens régimes pour justifier les revers essuyés par les soldats burkinabés face au terrorisme doté d'armes sophistiquées. Aujourd'hui, l'armée burkinabé, grâce à la volonté des nouvelles autorités, dispose de matériel capable de faire le poids sur les champs de bataille. Pour le compte de l'année 2024, des moyens financiers colossaux ont déjà été mobilisés pour la même cause. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a remis un important lot de matériel militaire aux forces de défense et de sécurité pour appuyer les unités sur le terrain pour la fortification des camps. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État en 2022 et depuis 2015 en proie au terrorisme. Les violences ont fait depuis 8 ans plus de 10 000 morts civils et militaires et plus de 2 millions de déplacés. Depuis 2011, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis par l'État de Côte d'Ivoire dans la recherche et l'exploitation pétrolière, selon les chiffres officiels, démontrant ainsi un engagement soutenu du pays d'Afrique de l'Ouest en faveur du développement de son secteur énergétique. Ces investissements, selon le ministre ivoirien des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoa, visent à renforcer la capacité du pays à découvrir et exploiter de nouvelles réserves pétrolières, contribuant à la diversification de son économie, traditionnellement axée sur l'agriculture. Des réformes majeures ont été opérées dans ce secteur, notamment la réforme du Code pétrolier en 2012 qui a permis d'attirer davantage d'investissements privés. Ainsi, de 2011 à 2023, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche pétrolière et 4513 milliards de francs CFA dans l'exploitation pétrolière. Ces efforts, selon les autorités, ont permis des avancées significatives, notamment dans le bassin sédimentaire ivoirien, où plusieurs découvertes de gisements ont été réalisées. Le champ baleine découvert en 2021 est l'une des réussites notables de cette période. Les fonds alloués ont favorisé le financement d'exploration géologique et d'études sismiques, ainsi que des forages d'exploration, avec un coût moyen de 100 millions de francs CFA, soit environ 200 000 $ par forage. En effet, les récentes découvertes, aussi importantes soient-elles, semblent négligeables par rapport à celles que nous espérons dans les années à venir. Mais d'ores et déjà, sur la base des réserves actuelles, notre pays pourra devenir exportateur net de pétrole brut à l'horizon 2030 et intégrer, s'il le souhaite, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP. Il a noté qu'au-delà de l'impact direct sur la production de pétrole et de gaz, ces investissements ont également stimulé le développement d'infrastructures locales, favorisé la création de plus de 10 000 emplois et renforcé les compétences techniques de la main-d'œuvre ivoirienne, soulignent les autorités. Des initiatives qui devraient permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un acteur émergent du secteur pétrolier en Afrique. Les efforts du gouvernement tanzanien pour une plus grande participation locale dans le secteur minier sont en voie de porter des fruits. En effet, depuis le mois de mai 2024, le Parlement examine un projet de loi qui viendra renforcer la loi minière de 2017-2018 et ses amendements ultérieurs en 2019 qui donnent la priorité à l'implication des entreprises et des particuliers tanzaniens. La nouvelle politique, quant à elle, exige que les minéraux soient extraits et traités dans le pays, ouvrant ainsi la voie à une industrie minière plus inclusive et durable. Les experts estiment que cela augmentera les recettes d'exportation, favorisera le transfert de technologies, améliorera les compétences locales et créera des emplois.
Le gouvernement a réservé une zone appelée zone économique Bushwaka dans la région de Kahama. Cette région possède 13 330 acres qui seront utilisés pour mettre en place une installation de traitement des métaux avec des bottes pour la fabrication, des bandes transporteuses minières, des fermes solaires et une usine d'eau potable. Ces usines amélioreront les possibilités d'emploi et augmenteront les capacités locales. Elles procureront également des revenus au gouvernement et contribueront à fournir des produits dans le secteur minier qui était initialement importés. Selon le gouvernement, les mines et les carrières ont ajouté environ 4,2 milliards de dollars américains au produit intérieur brut de la Tanzanie en 2020. Dans le cadre de la vision nationale de développement du gouvernement, le secteur minier devrait contribuer à hauteur de 10% au PIB de la Tanzanie d'ici 2025. La Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB de la Tanzanie atteindra 6,3% en 2024, soit environ 2,2% par habitant, à mesure que les investissements dans le secteur minier augmenteront et que les termes de l'échange extérieur s'amélioreront. Ce n'est pas comme si la technologie de traitement était trop difficile à mettre en œuvre et empêche les Tanzaniens de créer des usines de traitement pour ajouter de la valeur à nos minerais. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit simplement d'un problème lié à l'habitude de vendre les minéraux sous leur forme brute. Le pays, dans sa démarche, n'exclut pas la possibilité d'accueillir de nouveaux investisseurs ou d'octroyer de nouveaux permis d'exploitation. À l'occasion du premier sommet Corée-Afrique tenu à Séoul les 4 et 5 juin, la Tanzanie a annoncé qu'elle va sécuriser l'approvisionnement minéraux critique dont la Tanzanite et le graphite pour l'industrie coréenne des batteries. Le gouvernement fédéral somalien exige le retrait des troupes éthiopiennes déployées au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie d'ici 2024. Au moins 3000 soldats éthiopiens couvrent 60% du territoire du pays dans le cadre de la mission de maintien de la paix panafricaine. La Somalie rejette ainsi la possibilité d'un redéploiement des troupes éthiopiennes après la fin du mandat de l'ATMIS prévu en décembre 2024. Les médias somaliens ont relevé que des troupes éthiopiennes ont franchi les frontières somaliennes et établi des postes avancés au sud du pays. Les tensions diplomatiques dégradent les rapports entre la Somalie et l'Éthiopie depuis janvier 2024. Depuis, la majorité des représentations diplomatiques éthiopiennes ont été fermées sur le territoire somalien. La Somalie négocie la création d'une force multinationale dont les opérations démarreront en janvier 2025 pour un mandat d'un an. Ces forces post-ATMIS devraient provenir de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi. La Somalie a été élue au Conseil de sécurité de l'ONU avec les voix de 179 États contre 5 abstentions sur un total de 190 États membres ayant participé à cette élection qui n'a nécessité qu'un seul tour de scrutin. Ce pays d'Afrique de l'Est a ainsi appelé à siéger à ce Conseil pour la première fois en 53 ans. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a chaleureusement accueilli l'élection de son pays en tant que membre du Conseil de sécurité, soulignant que cette décision témoigne des progrès réalisés par la nation en matière de développement et de gouvernance. Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de notre grande nation. Nous avons reçu 179 votes et avons été élus avec une minorité des membres de l'Assemblée générale. J'exprime ainsi ma reconnaissance et gratitude pour l'Union des pays de l'Union africaine et la Ligue arabe pour avoir porté la candidature de la Somalie. Pour sa part, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a déclaré que l'élection de la Somalie au Conseil met en évidence l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité et de la paix mondiale. D'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont quant à eux indiqué que la Somalie a parcouru un long chemin au cours des 3 dernières décennies sur la voie de la paix, de la prospérité et de la sécurité. L'élection à un siège au Conseil de sécurité a une reconnaissance de ces progrès louables. Dans notre engagement, nous allons nous efforcer à renforcer la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, incluant l'Union africaine. La Somalie reconnaît le rôle central d'un multilatéralisme efficace et de la coopération pour faire face aux différentes situations de notre monde aujourd'hui. Outre la Somalie, l'Assemblée générale des Nations unies a également élu le Danemark, la Grèce, le Pakistan et le Panama au Conseil.
Les 5 membres serviront en tant que membres non permanents pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2025. Ils remplaceront l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse dont le mandat expire le 31 décembre. À mi-chemin de la mise en œuvre de l'agenda 2030, la plupart des pays africains peinent à atteindre les objectifs de développement durable ODD en cause de la pandémie de coronavirus, les chocs extérieurs et des crises endogènes, mais surtout le changement climatique. De l'avis des experts, l'absence de politique visant à accélérer les ODD d'ici à 2030 pourrait placer 492 millions de personnes dans une situation d'extrême pauvreté, une situation qui interpelle les décideurs à mobiliser plus de 15% de leurs recettes intérieures pour combler le gap financier des projets de mise en œuvre des ODD, un gap financier estimé à 1 600 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les recettes intérieures ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis du développement. Il faut également l'apport de la communauté internationale, non seulement des marchés financiers internationaux, où les ressources sont relativement chères avec la hausse des taux d'intérêt. Donc il faudrait souhaiter un relâchement des conditions financières sur les marchés. Et pour cela, il faudrait évidemment que notamment les credit rating agencies fassent davantage d'efforts et regardent vraiment de manière plus profonde les réalisations, les réformes que ces pays africains réalisent, y compris dans le cadre de leurs réformes, de leur programme avec le Fonds monétaire. Les Nations Unies estiment que les ODD représentent d'énormes possibilités d'investissement et que leur réalisation pourrait ouvrir 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché et 83 millions d'emplois d'ici 2030. L'Afrique ne pouvant pas porter à elle seule le poids de ces démarches de financement, les partenaires multilatéraux au développement estiment que le continent devrait investir davantage dans les partenariats avec le secteur privé. La deuxième édition des Journées Pétrole s'est tenue à Dubaï. Après 3 jours d'échanges et de débats centrés sur l'impact du partage de production sur les économies nationales, plusieurs points clés sont mis en avant. Les partages d'expériences et de bonnes pratiques que nous avons connus tout au long de ces 3 journées de travaux ont été d'une grande utilité pour nous. Ils nous ont permis notamment d'identifier les axes d'amélioration possibles de la fiscalité communautaire appliquée au secteur pétrolier. Cet événement a permis aux nations africaines les plus expérimentées dans l'exploitation des hydrocarbures, telles que le Gabon, la République démocratique du Congo et le Tchad, entre autres, de partager leurs connaissances, offrant ainsi aux jeunes États pétroliers comme le Sénégal des enseignements précieux à tirer. Divers sujets ont été abordés lors de cette rencontre, allant de la gestion des revenus pétroliers à l'impact environnemental et social, en passant par le transfert des technologies, entre autres thématiques. Cherchant à identifier des solutions innovantes, les participants aux Journées Pétrole représentant 7 nations du continent ont exploré les défis communs auxquels sont confrontés les pays africains dans la gestion des partages de production.